Parfait. Merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, mardi, nous sommes avec Igor Ogoet qui va nous parler de cash. Et donc je vais je vais lui laisser le plaisir de se présenter d'une part et de vous dire en quelques mots ce qui nous attend aujourd'hui. Mais j'espère que tous ceux qui parmi nous ont une activité commerciale et qui ont pour objectif de remplir le tiroir caisse en auront pour leur argent. Igor, merci beaucoup pour la générosité, merci beaucoup pour votre temps et le principe même de partager gratuitement vos connaissances avec des chefs d'entreprise africains. C'est avec plaisir que je vous reçois et je vous donne la parole. Merci Emmanuel. Bonsoir à tous. Alors d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Igor Ogoé. Je travaille actuellement dans le sud du Gabon. Je suis dans les métiers de la finance depuis à peu près une vingtaine d'années. Et en ce moment, je suis dans le contrôle de gestion dans le secteur minier. Alors moi, de quoi je vais vous parler ce soir? La séance s'intitule Cash is King, parce que je vais vous parler de finance très simplement, avec, j'espère, des idées claires et des mots pas trop compliqués et des concepts tout à fait abordables. C'est juste pour vous montrer que derrière le grand monstre que certains pensent, il y a des choses tout à fait, enfin, il y a certaines fois beaucoup de bon sens, en fait. Par rapport à ça, j'ai prévu deux parties, en fait. J'ai une première partie qui est vraiment axée finance, on va dire, et une deuxième partie qui vu que je m'adresse à pas mal d'entrepreneurs ou alors de futurs entrepreneurs, qui va un peu plus loin que la finance et qui concerne les liens entre votre business et la finance, en fait. Ou du moins, comment la finance est impactée ou impactera votre business. Est-ce que c'est bon, Emmanuel, comme ça? Ça m'a l'air parfait, De... très, très appétissant. D'accord. Alors, je vais commencer par quelque chose qui peut être évident, mais qui ne l'est pas forcément. Pourquoi Cash is King? Certains pourraient dire non, le king c'est pas le cash, c'est pas l'argent dans une entreprise, pas du tout. Ça va être le commerce, le marketing, etc. C'est vrai, c'est à la fois vrai et pas vrai. Pourquoi cash is king? C'est parce que si on fait l'analogie avec une personne, il n'y a pas grand monde qui se réveille le matin en se disant mon but aujourd'hui c'est de bien respirer. C'est de vraiment super bien respirer. Par contre, essayez de ne pas respirer pendant plus de 5 minutes et vous allez voir que vous en avez quand même un peu besoin. C'est exactement la même chose pour la finance. On peut très bien ne pas se préoccuper de la finance en se disant que ce n'est pas important. Malgré tout, à un moment, ça vous rattrape. Et le deuxième aspect, c'est qu'en soi, la finance n'est pas forcément un objectif, mais c'est plutôt une conséquence. Du moins, c'est ma conception que je développerai dans la conclusion de cette intervention. Et je finirai par dire cash is king. Pourquoi? Parce que il y a pas mal d'auteurs que vous pouvez lire partout sur Internet qui vous diront que les fonctions qui développent vraiment les entreprises leaders sur leur marché, ça va être le marketing et l'innovation. Ce sont un peu les fonctions reines. La production et tout le reste, la logistique, sont au service de ces deux fonctions de l'entreprise. Et donc, le marketing et l'innovation sont un peu les leaders en termes de fonctions. La finance, c'est le point qui peut couler toutes les boîtes. Je dis bien toutes les boîtes. Les boîtes dans lesquelles les boîtes bourrées d'ingénieurs, les boîtes bourrées de super commerciaux, les boîtes bourrées de marketeurs très à l'écoute du marché, etc. Enfin, ils peuvent être très bons si jamais financièrement ils ne tiennent pas la route. Ils finissent au tribunal de commerce ou équivalent pour des questions de dette,
de banqueroute, de faillite, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de marché, ça ne veut pas dire qu'ils ne collaient pas avec leur marché, ça ne veut pas dire que l'équipe n'était pas bonne, ça veut dire qu'ils avaient négligé les aspects financiers. Donc, ce n'est pas votre comptable qui va vous faire développer votre boîte. Dans le meilleur des cas, il vous évitera de perdre de l'argent. Par contre, si vous ne l'écoutez pas, il y a des chances que vous soyez noyé par les impôts, noyé par les dettes, et ou alors noyé parce que vous avez perdu de l'argent. À chaque opération, vous perdez de l'argent. Voilà la raison pour laquelle cette intervention est appelée Cash is King. Je prévois deux grandes parties, en fait. Comme je le disais, la première sur les questions financières, mais encore une fois, aussi simplement que possible. Et la deuxième fois, plus côté business. Alors, sur les questions financières, ce n'est pas compliqué, il y en a 4. La première, ce n'est pas vraiment une question, enfin, si. La première, c'est, quelle que soit la taille de votre entreprise, en fait, c'est comment vous avez organisé l'entreprise et certaines équipes et tout, pour avoir une information financière de qualité. De qualité, ça veut dire qu'elle est juste, que ce soit votre compta, ou même si vous le faites sur un cahier, sur un fichier Excel ou sur une appli, peu importe, il faut que ce soit juste. Et la deuxième, c'est qu'il faut le faire dans les temps. Pourquoi? Parce que si jamais vous n'avez pas tout ça, bon, si vous n'avez pas ça, le risque que vous prenez, c'est de découvrir les problèmes et de les découvrir trop tard. De vous rendre, par exemple, compte trop tard qu'un client, finalement, vous doit un montant énorme. Et pour ça, il faut que vous ayez une information financière juste et à jour. C'est pour ainsi dire, c'est un prérequis. Ensuite, donc, vous voyez, jusque-là, ce n'est pas trop compliqué. Le deuxième sujet, en fait, c'est se demander dans votre entreprise actuelle, que vous en soyez à l'exploitation ou au niveau du business plan, c'est vous demander d'où vient l'argent. D'où vient l'argent? Pourquoi? Parce que quand vous demandez ça, vous allez parler en termes de clients, de produits, de marché. D'où vient l'argent, en fait? Si jamais vous ne savez pas d'où vient l'argent, en fait, il vient peut-être de l'endroit auquel vous n'avez pas pensé. Quand je parle de ça, je pense en particulier aux gens qui ont des PME, des petites PME, et ils essayent beaucoup de choses. Par exemple, là, il a un garage, et puis juste à côté, il a un magasin où on vend des pièces de rechange, et puis juste à côté, comme il a une opportunité, au moment où il a une entrée, il a une autre boutique. Enfin, à la fin du mois, en fait, il a des entrées, des sorties en permanence, et en fait, à la fin, il se perd un peu et il ne sait pas d'où vient l'argent. Si jamais il ne sait pas d'où vient l'argent, il ne sait pas où est-ce qu'il gagne de l'argent, où est-ce qu'il a du chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est le premier indicateur financier. Si vous parlez avec des commerciaux ou alors des gens qui cherchent des marchés, des marketeurs, etc., les marketeurs vont vous parler de parts de marché. Les commerciaux vont vous parler de commandes, de choses comme ça. Le financier, en fait, il va vous parler de choses très concrètes. Un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, si vous avez une toute petite boutique, c'est les recettes, quoi, tout simplement. Mais même dans une toute petite boutique, ou dans un restaurant, ou dans un garage, dans une toute petite boutique, celui qui tient la caisse, il va savoir. Il va savoir que en fait, j'ai vendu plus de jus de fruits, j'ai vendu plus de yaourts, j'ai vendu plus de boîtes de sardines, j'ai vendu plus de ça, de ça. Mais quand sa boutique va commencer à prendre une certaine taille, en fait, il ne peut plus. Non seulement il ne peut plus suivre avec précision, mais en plus, si le vendredi, vous lui demandez comment étaient ses ventes du lundi, il aura oublié. C'est normal. Donc, imaginez sur le mois, il aura oublié. Il n'y a pas grand monde qui est capable de s'en souvenir avec une mémoire photographique. Donc, c'est important de savoir, en fait, quelle que soit votre activité, d'où vient l'argent. D'où vient l'argent en termes de chiffre d'affaires. Et le pendant,
c'est de savoir et où va l'argent. Là, on va plutôt parler de vos sorties. Plutôt de parler de vos sorties, c'est pourquoi en fait. L'argent, il a différentes destinations. Ceux qui ont déjà une formation comptable pourraient vous dire il y a des dépenses d'exploitation, des dépenses d'investissement, des choses comme ça. On peut le compliquer à loisir, mais en fait, il y a des choses relativement simples que vous pouvez vous demander. C'est essayer de suivre en fait les pistes de votre argent. Et si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je vends plus de quoi? Dans ma boutique, je vends plus de jus de fruits. Très bien, j'en vends beaucoup. Mais en fait, est-ce que je gagne pour acheter ces jus de fruits-là? Combien je dépense? Et en fait, le fait de vous poser ces deux premières questions, d'où vient l'argent et où va l'argent, il y a déjà une question, il y a déjà un premier concept financier qui est le concept de marge. C'est-à-dire que vous allez regarder votre magasin ou votre activité et vous allez être capable de savoir quelles sont les activités qui dégagent le plus et le moins de marge. Une activité qui dégage moins de marge que les autres ou qui dégage pas de marge, ça ne veut pas dire qu'il faut la supprimer, hein, pas du tout. Ça veut dire que voilà, il faut la regarder, peut-être que c'est quelque chose que vous lancez, et donc ça peut tout à fait s'expliquer. Si vous avez déjà 4 magasins ou 4 salons de coiffure et que vous en lancez un cinquième, ben, il est probable que dans les premiers jours, le cinquième ne sera pas aussi rentable que les autres. Mais si jamais il est bien placé, peut-être qu'un an après, c'est celui qui dégagera le plus de bénéfices. Oui, parce que le deuxième terme pour marge, c'est bénéfice en fait. Peut-être que ça parle plus. Alors, une fois qu'on sait d'où vient l'argent, où va l'argent, au bout d'un moment, on peut se demander, mais en fait, cet argent-là, ces flux-là, est-ce que quelque part, à un moment, il n'est pas gardé, il n'est pas stocké quelque part? Et en fait, ça, c'est la quatrième question à se poser, c'est où est l'argent? Où est l'argent? Vous pouvez très bien l'avoir dans la poche, vous pouvez très bien l'avoir dans la banque, à la banque plutôt, mais si jamais vous êtes un magasin, vous pouvez très bien avoir de l'argent qui est dans vos stocks. C'est-à-dire que l'argent, vous l'avez utilisé pour acheter de la marchandise que vous allez écouler petit à petit. Et donc, en fait, tout cet argent-là, il est dans vos stocks. Il est quelque part au magasin ou il est dans le transit parce qu'il revient de Chine. Et c'est votre argent également. Ça revient à ces questions de savoir en fait et de suivre où est et où va l'argent. Ce stock-là, en fait, enfin, quand l'argent est dans les stocks, c'est une chose, ça peut être rassurant. Bien évidemment, après, il y a des méthodes d'analyse et de gestion des stocks, etc. Mais certaines fois, l'argent, en fait, il est chez les clients. Et là, si l'argent est chez les clients et que vous ne le savez pas ou que vous ne le savez pas assez bien, ça peut être compliqué. Imaginez que, en fait, vous avez des salaires ou des choses à payer tous les mois. Et là, vous avez besoin, j'en sais rien, de 50 000 francs. Potentiellement, les 50 000 francs, vous les avez. Parce que chez Bintou, vous avez 30 000 francs, chez Alassane, vous avez 60 000 francs, chez Alain, vous avez 80 000 francs. C'est juste que votre argent, il est dehors. Et si vous allez voir les gens, ils vont vous dire, ouais, mais là, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas te donner tout ce que je te dois, je t'en donne à peine le tiers. Et si jamais vous avez un loyer à payer, vous pouvez vous retrouver dehors quand en fait vous avez plein d'argent, mais comme vous ne l'avez pas fait rentrer parce que vous ne suivez pas l'endroit où est votre argent, et bien en fait vous vous retrouvez dehors, vous faites jeter de votre magasin, tandis que potentiellement vous avez de quoi payer le loyer du mois 4, 5 ou 10 fois. C'est juste que
dans ce cas-là, vous n'avez pas été assez regardant sur l'endroit où se trouve votre argent. Et encore une fois, il peut très bien être dans les stocks. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je conseillais récemment un ami qui a un restaurant et qui a embauché un cuisinier. Avant, il ne faisait que des pizzas et quelques grillades. Et là, il a embauché un cuisinier, visiblement un mec qui connaît très bien son métier. Et la première chose que le cuisinier lui a suggéré, c'est d'approfondir un peu la carte, c'est-à-dire ne pas faire que des pizzas, mais faire de la cuisine européenne, de la cuisine africaine, de la pâtisserie, enfin de faire plein de trucs. Et lui, quand il a vu ça et qu'il a goûté, il était très, très chaud. Il a dit, OK, on y va, on fonce. C'est juste que le mec lui a dit, la restauration, en fait, quand il est l'heure de manger quelque chose, soit on peut servir le client, soit on ne peut pas servir le client. Et si jamais sur la carte, on promet quelque chose au client et que finalement, on n'est pas capable de le servir, c'est pas terrible. En termes de satisfaction client, c'est pas terrible. Le client aura peut-être un deuxième plat très bon, mais il n'aura pas ce qu'il a demandé. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir des stocks pour pouvoir à chaque fois répondre aux besoins du client. Et il s'est donc retrouvé d'un niveau de stock qui correspondait à une pizzeria, à un niveau de stock qui correspondait à un restaurant avec une carte beaucoup plus large. Le montant qu'il a mis dans les stocks a été multiplié à peu près par 28. En même temps, il avait une super carte. Hein, et je vous assure que quand vous arrivez dans son restaurant, c'est très bon. C'est juste que lui, en fait, les premiers mois, il n'avait plus rien pour payer ses salariés parce qu'il avait mis tout l'argent dans les stocks. Et bien évidemment, quand il va écouler ses stocks, il va gagner de l'argent. Sur chaque plat, il va gagner de l'argent. Mais en fait, quand il va devoir refaire ses stocks, et donc en fait, au bout d'un moment, c'était une très bonne idée, selon lui. Et quand il a demandé au financier que je suis, quel était mon avis, je lui ai dit, monsieur, tu as vu trop grand, trop vite. Tu es passé de pizzeria à très bon resto. Et en fait, tu n'avais pas anticipé que tout ça, ça allait te demander une quantité d'argent que tu ne pouvais pas mobiliser de suite. Et si jamais tu vas emprunter, tu auras des intérêts et ça va venir grignoter ta marge. Sans compter que une fois que vous avez un stock pareil et on est dans l'alimentaire, il faut le protéger. Donc, il faut mettre des onduleurs, il faut rajouter des congélateurs. C'était un peu une horreur pour lui. Pourquoi? Et enfin, la petite morale de l'histoire, c'est que après avoir fait tout ça et après avoir maintenant 3 congélateurs, 2 frigos, etc., il m'a dit, mais j'aurais peut-être dû parler aux financiers un peu avant, quoi. Et ce à quoi je lui ai dit, effectivement, je suis pas, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard. C'est juste que ce sont des notions classiques que les financiers connaissent par des notions de besoin en fonds de roulement, des choses comme ça. Et voilà. Et donc, c'est quelque chose où je vous conseille d'être assez regardant quant à vos finances. Vous demandez où est l'argent. Voilà pour la première partie. Très bien. Écoute, c'était super didactique. Je vais récapituler un petit peu comme le font les bons élèves qui sont assis devant le professeur. Donc, 1, tracer l'argent. 2, d'où vient l'argent. 3, où va l'argent. Et 4, où est l'argent. Exactement. Je pense que ce sont des conseils que tout jeune entrepreneur et peut-être un petit peu moins jeune peut se retrouver dans ces situations et en tout cas, ce sont des conseils à suivre et ce ne sont pas des options. Hein. Non, ce ne sont pas des options pour vous donner une. Je pars, enfin, moi, c'est mon métier, je le fais depuis pas mal de temps, mais lorsque vous allez parler à des gens dont ce n'est pas le métier, soit vous prenez des jeunes qui veulent monter une start-up, ils ont une super idée, etc. Et puis voilà, ils veulent aller dans leur idée.
Mais c'est pareil, vous pouvez très bien parler à un médecin, à un architecte, à quelqu'un qui est dans le bâtiment, à un boulanger, à un restaurateur. Comme ce n'est pas leur métier. Et du coup, il y a certaines notions sur lesquelles ils vont pas être forcément auxquelles ils vont pas être très sensibles. Et il y a des choses qui peuvent les rattraper dans le cadre de leur activité. Et la chose importante, c'est que ça s'applique à tout. C'est-à-dire que même si vous avez une voiture et que vous faites taxi, etc., c'est pareil. Au moment où vous allez dire, bon, ben, en fait, je vais faire ça, je vais faire ça, oui, il y a des choses qui vont augmenter. Et en fait, un financier, quelque part, aura assez vite, surtout s'il connaît son métier, pourra vous alerter. C'est ça qui est important, vous alerter sur des risques que du coup, vous pourrez anticiper. Moi, je vois ça d'un autre point de vue. Je fréquente beaucoup le milieu du financement des entreprises et particulièrement des startups. Donc, ce sont des profils souvent très financiers qui écoutent parler des fondateurs de startups ou des patrons de PME qui sont passionnés. Et effectivement, ils passent à la moulinette tout ce qu'ils entendent à la lumière de ces 4 points. Hein. Je pense on peut résumer tout ça à ça. Et donc, on voit très vite ceux qui ont réfléchi à ces 4 points, qui savent d'où vient l'argent, qui savent où il va, qui savent où il sera. Et ceux-là, ils sont très solides aux yeux des financiers parce que les réponses sont claires et ils sentent qu'il y a il y a une solidité, il y a une pérennité dans l'entreprise. Et puis, d'un autre côté, ceux qui ne se sont pas du tout posé ces questions-là, et en général, c'est rédhibitoire. Il faut 30 Exactement. secondes à un financier pour dire, OK, toi, tu ne m'intéresses pas parce que visiblement, tu t'es pas posé les questions, tu t'es pas Ouais, posé ces 4 questions, par conséquent, tu n'es pas mûr pour moi. exactement. C'est exactement ça. C'est tout à fait, enfin, tout est résumé. Et bien résumé. Alors, si tu le veux bien, Emmanuel, je vais passer à à la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, le premier point, c'est très bien parce que quelque part entre les lignes, tu viens de l'évoquer. La deuxième partie, en fait, c'est un peu la stratégie. La stratégie, alors dit comme ça fait un peu peur, ça fait un peu. Enfin, on voit un jeune qui a une start-up, enfin, il veut monter une entreprise toute petite. Hein. Vous lui parlez de stratégie, il va commencer à avoir peur. Il y a des termes beaucoup plus simples. Par exemple, quelle est la feuille de route? Quel est ton plan? En gros, lui demander qu'est-ce que tu prévois. Alors, pourquoi? Quel est le lien entre la stratégie et la finance? Mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. Il y a, enfin, il y a plein de choses, les marketeurs, etc., tout le monde qui regarde le monde des entreprises le fait avec un certain prisme. Moi, en fait, effectivement, quand je parle avec des gens, soit des entrepreneurs déjà installés qui veulent agrandir leur business, un magasin de plus, une activité, passer dans un autre pays, très souvent, ce que je leur demande, c'est quoi ta stratégie, c'est quoi ton plan? Et très souvent, il y a des choses que je regarde. Un, est-ce qu'il a une stratégie, même si elle n'est pas formalisée dans un document qui fait 40 pages? Si jamais il a une stratégie claire, il doit être capable de le dire. Il doit être capable de dire, je vais faire ça, ça et ça. Petite anecdote, la dernière encore. La dernière fois, je parlais avec une dame qui veut ouvrir non pas un salon de coiffure, mais une chaîne de salons de coiffure. Elle m'a vite précisé que chaîne de salon de coiffure, ça commence à partir de 2. Et en fait, elle ne s'est pas coiffée. Elle ne s'est pas coiffée du tout. Elle est dans le marketing. Mais par contre, ce qu'elle disait, c'est qu'elle a remarqué qu'il y avait un endroit. En fait, elle a un bon réseau. Elle sait bien utiliser Facebook. Et il y a des gammes de produits qu'elle connaît très bien, qu'elle adore et avec qui elle pourrait monter des partenariats. Et du coup, elle disait, mais moi, mon but, c'est pas de tresser les gens. Moi, mon but, en fait, c'est de monter des salons de coiffure dans lesquels, contrairement aux autres, où chez moi, on viendrait sur rendez-vous avec un beau cadre, avec ça, ça, ça. Enfin, elle a décrit plein de trucs, y compris le fait que elle comptait clairement gagner de l'argent sur de la vente de produits
des produits capillaires, etc., mais également sur de la vente d'accessoires. Et en fait, il n'y a pas besoin de quelque chose de très compliqué. On était assis en train de boire un verre tranquillement et elle m'a expliqué tout ça en à peu près 20 minutes. C'était parfaitement clair. La deuxième chose, quand je lui ai parlé de stratégie, je lui ai dit, ouais, c'est bien, c'est plutôt engageant, mais alors tu as un marché, tu as une idée, oui, tu as un marché, et je lui ai dit, mais pour moi, il manque le troisième ingrédient, tu n'as pas d'équipe. Si tu n'as pas d'équipe, tu n'iras pas loin parce qu'à un moment, tu vas t'essouffler, et puis que ce soit physiquement ou financièrement. Et puis les jours où tu auras un coup de mou, les jours où tu n'auras pas le moral, etc. Et non, non, mais elle m'a dit, mais arrête tout de suite, j'ai une équipe. Hein. Moi, je ne sais pas tresser, mais moi, je vais embaucher comme responsable de salle, enfin, etc., une jeune dame, enfin une dame pas si jeune d'ailleurs, qui le fait depuis plus de 18 ans. C'est son métier et elle sait tout faire, les tresses. Alors moi, j'ai pas de cheveux, donc bien évidemment, je suis pas spécialiste de la question, mais des tresses avec fil, des rastas, des machins, des mèches, des trucs qui viennent de partout, des trucs avec des couleurs. Enfin, elle m'a dit de toute manière, en sortant de mon salon, le but c'est simple, elles seront belles et transformées et elles n'auront qu'une envie, c'est revenir chez moi. Et en plus, on va mettre tout un truc Facebook. Enfin bref, c'était une stratégie. C'est beaucoup plus facile de parler avec des gens qui ont une stratégie, même si elle n'est pas, encore une fois, claire ou clairement formalisée à la virgule près, plutôt que de parler avec des gens qui vont vous dire « j'ai une idée et je pense qu'elle vaut de l'or ». Et en fait, son idée, si jamais il allait chez le voisin à 20 mètres, il a eu la même idée il y a 2 ans et il s'est cassé la gueule et il n'y a rien qui a changé dans le marché. Donc en fait, son idée, elle n'est pas si top que ça. Donc, toujours la même chose. La stratégie, c'est le premier point. Vous pouvez avoir des gens qui ont énormément d'argent et qui n'ont pas de stratégie. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ils vont se lancer dans différentes choses et il y a des chances qu'ils y perdent beaucoup d'argent avant de vraiment trouver le créneau sur lequel ils sont porteurs. Et certaines fois, à un moment, ils vont arrêter de perdre de l'argent. Ils vont se dire, bon, ok, j'arrête de faire tout et n'importe quoi et je reste focus sur une idée ou deux ou trois ou quatre, pas plus. Mais j'arrête de courir derrière 50 lièvres à la fois. Le deuxième, dans cette partie-là, le deuxième sujet sur lequel, alors là, je parle plus aux chefs d'entreprise qui ont déjà une activité, une entreprise en place, c'est le temps qu'ils passent sur l'exploitation par rapport au temps qu'ils passent, on va dire, en exploration. Pourquoi c'est important? Quand vous avez une entreprise, ce que je vous souhaite tous, et une entreprise florissante avec plein d'argent à la clé, en fait, vous avez tout le long de la journée, vous avez des problèmes, vous avez des contraintes, vous avez également des opportunités, hein, mais vous avez plein de questions, plein de problèmes. Voilà, désolé, c'est vraiment l'heure où les oiseaux. Vous avez plein de problèmes. Et en fait, si jamais vous passez votre temps à résoudre ces problèmes-là, c'est le temps d'exploitation. En fait, vous ne passez pas votre temps à vous demander quel marché, quel client ou quelles opportunités vous pourriez exploiter. Et du coup, il doit y avoir une espèce, un moment, c'est aux dirigeants d'entreprise de mettre le curseur. Pourquoi il faut qu'il y pense? Imaginez quelqu'un qui crée une entreprise aujourd'hui et 10 ans plus tard, il est en train de régler les mêmes problèmes, presque à la même échelle. Ça veut dire qu'il y a un truc qui n'a pas marché. Et il y a des chances que 10 ans après, il ne soit plus en train de régler les mêmes problèmes ou du moins dans la même structure. Le dirigeant d'entreprise est quelqu'un, c'est un peu comme le moteur de la voiture. C'est quelqu'un qui, enfin, il se doit de se protéger, il se doit de garder un temps pour la réflexion et pour ce qu'on appelle la prospective, c'est-à-dire se demander où est-ce que je serai dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous le voyez bien actuellement par les temps de Covid, tous ceux qui avaient la tête dans le guidon en train de
gérer des problèmes quotidiens, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu le temps de se préparer à un choc, que ce soit le Covid ou une autre crise. Et du coup, aujourd'hui, ils sont très embêtés. Ça ne veut pas dire que ceux qui avaient du temps pour la prospective n'ont pas été surpris par le Covid, mais ça veut dire que, a priori, ils avaient une certaine résilience ils ont pris un coup, mais petit à petit, ils devraient pouvoir remonter la pente. Parce que le dirigeant s'était gardé du temps en dehors de l'activité quotidienne pour penser à où sera l'entreprise demain. Et si je reviens sur l'exemple si je reviens sur l'exemple de mon pote qui, avec la super carte, lui, il est aujourd'hui clairement en difficulté, clairement. Mais par contre, il y en a d'autres qui avaient 2 magasins, un magasin avec, par exemple, un garage, et à côté, ils vendaient des pièces de rechange, etc., importées de Chine ou du Nigeria, de partout. Et en fait, aujourd'hui, l'activité pièces de rechange ne marche pas super bien. Par contre, le garage continue, bon an, mal an, à marcher. Parce qu'il y a quand même des voitures qui roulent, parce que ses clients sont toujours aussi satisfaits de son travail. Donc, ils vont moins souvent changer les cardans, les machins, etc. Je ne suis pas un pro de la mécanique, mais malgré tout, il a une jambe sur laquelle il peut continuer à se tenir. Le troisième point, ça a été un peu évoqué, et puis certains d'entre vous diront, mais ce n'est pas du tout financier, ce truc-là. C'est comment évolue le marché et la position de l'entreprise. Alors bien sûr, oui, là, les marketeurs, je pense, vont bondir en disant, ouais, il prend chez nous, là, enfin, ça, c'est nos sujets, là. Mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'on en revient au temps d'exploitation et au temps d'exploration. Certaines fois, vous êtes dans un marché, vous avez des marges qui, du fait d'un savoir-faire qui a été acquis, etc., des marges confortables ou du moins des marges qui permettent de financer l'entreprise. Et puis en fait, certaines fois, le marché est en train de bouger et vous êtes tellement confortablement assis que vous ne vous en rendez pas compte. Et le marché, en fait, il peut très vite passer et en fait, il vous passe sous le nez. Comment il peut vous passer sous le nez? Ben, vous avez un jeune qui sort d'on ne sait trop où et qui met une application qui est un super raccourci dans la proposition que vous faites à vos clients. Vous, en fait, vous proposiez de faire ça, 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 ça. Et en fait, lui, il fait une application, elle marche super bien. Et en fait, tous vos clients, ils vont. Et vous, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui comprend pourquoi il devrait payer à, je sais pas, 1000 fois le prix pour un service équivalent, 1000 fois ce que propose l'application du jeune homme. Et donc, si jamais vous ne regardez pas votre marché, si vous ne regardez pas comment évolue, comment bouge votre marché, ben en fait, vous risquez encore une fois de vous faire surprendre. Le dernier point que je vais faire entre business et puis et la finance, là, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les contrôleurs de gestion. Alors, une petite image rapide. En général, vous avez votre comptable qui vous expliquera au franc près le passé. Et là, je suis obligé de faire une énième anecdote. J'ai par le passé travaillé dans un cabinet et puis on intervenait chez un vieux monsieur. Et le vieux monsieur, il était dans la vente de tissus, etc. Et une fois, il est venu nous voir en disant « Ah, les jeunes comptables, vous avez tout trouvé, hein, mais vous n'avez pas inventé l'eau chaude. » On l'a regardé et puis en fait, il nous dit en fait, avant, je travaillais tout seul. Je n'avais pas, vous, là, les comptables, les machins, les trucs. Et j'avais plein d'argent. Et je ne savais pas pourquoi. Et un jour, je vous ai demandé pourquoi, comment ça se faisait. Et vous avez commencé à venir et vous êtes intervenu. Et aujourd'hui, vous m'expliquez au franc près pourquoi je perds de l'argent.
il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'il perd de l'argent, mais ce n'était pas à cause de nous, c'est le marché qui avait évolué et malheureusement, il ne l'avait pas vu venir. Et le deuxième truc qu'il disait, c'est, vous m'expliquez tout ça au franc près, c'est parfait avec des diagrammes, c'est parfait, sauf qu'en fait, ça ne m'intéresse pas. Vous m'expliquez le passé et ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est le reproche qu'on fait aux comptables, qui font d'ailleurs très bien leur métier. C'est juste que c'est leur mission. Si vous voulez avoir une démarche un peu plus prospective, c'est-à-dire moins expliquer le passé et plus regarder vers l'avant, en général, vous allez vous tourner vers des contrôleurs de gestion. Ce sont les contrôleurs de gestion qui vont plus souvent vous parler de budget, c'est-à-dire on se projette dans une période suivante, que ce soit l'année ou alors les 3 années suivantes. Ce sont les contrôleurs de gestion également qui vont assez souvent vous passer d'indicateurs de performance. Vous parlez d'indicateurs de performance. Et en fait, j'en viens au point donc, ce point-là, il tient en un mot en fait. Il tient en un mot. Le mot, c'est exécution. Exécution, pourquoi? Parce que vous êtes un dirigeant. En tant que dirigeant, vous avez une stratégie. Cette stratégie-là, elle démarre, elle s'exécute tous les matins. Et votre vision, elle est, on va dire, à 3 ans. L'apport d'un contrôleur de gestion, c'est qu'il met en place des outils qui vous permettent de dire, par rapport au cap fixé d'il y a 3 ans ou même de l'année prochaine, en ce moment, on est en train de dériver. On est en train de dériver ou alors, ça peut être une bonne nouvelle, à savoir, cette activité sur laquelle on n'avait pas parié, mais il se trouve que le concurrent qui était, enfin, le plus gros concurrent, il a arrêté cette activité qui, pour lui, n'était pas rentable. Et du coup, il se trouve que cette activité, finalement, est plus que bénéficiaire. Et c'est donc là l'apport d'un contrôleur de gestion, mais indépendamment de la personne, du contrôleur de gestion ou de son métier, le contrôle de gestion, ce qui est important, c'est la capacité d'une entreprise à pouvoir exécuter correctement. Exécuter correctement, pour les contrôleurs de gestion, ça se résume à 3 choses. La qualité, les délais et les coûts. C'est tout. On pourrait en rajouter une quatrième, mais en fait, c'est ce qui est au-dessus. Satisfaction client. Satisfaction client avec qualité, délai et coût. Et dès que vous avez ce truc-là en vous disant, voilà, je dois être focus sur l'exécution des opérations, que chaque client qui arrive, ça doit correspondre à un cahier des charges, il ne doit pas y avoir de loupé. On ne peut pas se permettre de faire 2 fois le même travail, parce que dans ce cas, on perd du temps, on perd de l'argent. Voilà. Et tout ça, en général, c'est votre contrôleur de gestion qui, quelque part, est une espèce de chien de garde un peu. Ça, c'est le côté négatif, mais le côté très positif, c'est que vous avez dans l'entreprise des commerciaux, plein de gens qui font leur métier, mais ils font leur métier sans penser aux aspects économiques. Et en général, le contrôleur de gestion va leur dire, tu as une super idée, sauf qu'elle arrive 3 mois en retard. Ou alors, tu avais une super idée il y a 3 mois qui a été écartée, ou alors, voilà, et en fait, aujourd'hui, ton idée, elle trouverait tout son sens. Parce qu'à l'époque, elle ne permettait pas de gagner de l'argent, tandis qu'aujourd'hui, en fait, elle va permettre effectivement d'en gagner. Et voilà, pour la deuxième partie. Et en plus, tu tiens tes délais. Respect. Ah oui, en plus, c'est vrai. Écoute, bravo et merci. Tu es prêt pour les questions? Oui, oui, complètement. Avec joie. D'accord. Donc, c'est parti, hein. Vous pouvez lever les mains si vous voulez qu'on vous donne le micro à l'oral, ou sinon, vous utilisez le chat où vous avez même une petite fonctionnalité de questions-réponses dans Zoom pour poser les questions. J'en ai quelques-unes qui sont arrivées. Alors, j'en ai une dans l'outil de questions-réponses. Je te la pose tout de suite.
Mhm. Donc, il y a de l'information qui est dans l'entreprise qu'il faut aller chercher. Il y a également de l'information dont on a besoin en prospective sur le marché. Et la question, c'est dans des marchés où très peu d'informations sont disponibles, comme c'est généralement le cas dans nos pays, et je confirme, euh, comment se mettre à l'abri des mauvaises surprises, où chercher l'information. Qu'est-ce que tu conseilles pour avoir une vision du marché malgré l'absence de statistiques ou la faiblesse des statistiques disponibles? Mm. Alors, c'est plutôt une question. Alors déjà, c'est une bonne question. C'est une bonne question qui se pose aussi bien pour celui qui veut créer une entreprise et qui se dit, ouais, mais je ne sais pas trop sur quel secteur, quelle activité, etc. aller, que pour celui qui a déjà une entreprise et qui se dit, bon, ben, est-ce que là, il ne faudrait pas faire autre chose? Et puis, est-ce que là, il n'y a pas un danger au loin que je ne vois pas venir ou avoir de l'info? Ce sont plutôt des questions qui se posent aux gens qui font du marketing. Et là, ils ont plein d'outils. Ça peut être des études de marché. Études de marché, il y a différentes techniques, hein, je sais pas, les sondages, des choses comme ça. Euh, et dans le pire des cas, certaines fois, vous allez commencer, faute d'informations, en tant que financier, je vous dirais, vous allez vous lancer dans des choses, mais l'idée, c'est du coup de s'y lancer prudemment et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, je ne réponds pas exactement à la question parce que si jamais il n'y a aucune information officielle, après, soit ça va être du bouche à oreille. L'information, de toute manière, vous allez en avoir besoin. Mais si vous attendez un document de 40 pages à lire et après vous direz je connais, vous ne l'aurez pas. Et le temps de le faire, de toute manière, l'information, elle sera obsolète. Donc, il vaut mieux commencer avec des petites choses, avec le niveau d'infos que vous avez, essayer de glaner autant d'infos que possible. Et après, il y a une source d'information qui, certaines fois, est un peu, comment dire, pas forcément assez prise en considération, à mon avis, c'est le client. Si vous voulez savoir, par exemple, à combien vous devez facturer une prestation, mais lancez-la trop cher, et puis le client, il va vous dire non tout de suite, il ne viendra pas chez vous. Et dans le cas contraire, il y a plein de clients qui réagiront. Les gens vont vous donner des conseils, certaines fois de manière tout à fait gratuite. J'aime beaucoup cette réponse. L'information est disponible chez vous. Posez la question à vos clients. Oui. J'ai une deuxième question qui m'est venue en direct. Alors, je précise au passage, parce que j'ai aussi une question sur la bande son. Donc, je précise que tu es au Gabon, dans une ville remplie d'oiseaux, et Oui, que c'est ce qu'on entend en arrière-plan. Ce ne sont pas des grincements de charrettes, ce sont bien des oiseaux. ce sont des oiseaux, oui. Donc, la question qu'on vient de m'envoyer, c'est je viens de monter mon entreprise au Cameroun. Euh, je suis très intéressé pour faire appel à un contrôleur de gestion. Est-ce que ça coûte cher et comment faire? Voilà, c'est très pratique. Oui, c'est très pratique, effectivement. Alors, est-ce qu'un contrôleur de gestion coûte cher? Mais c'est comme tout. Partez du principe, on a ce qu'on paye. C'est un vieux dicton en finance et en général, ça marche plutôt bien. Vous venez de monter l'entreprise, ça sert à rien d'aller chercher une diva du contrôle de gestion. Ça sert à rien. Certaines fois, vous avez un certain niveau, en tout cas au niveau si vous venez de créer l'entreprise, vous avez des cabinets comptables, etc., qui peuvent déjà vous donner l'information comptable dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez, en fonction de la taille que va prendre, de l'évolution de votre entreprise, effectivement aller vers du contrôle de gestion. Mais surtout, après, pour finir, vous pouvez très bien prendre un contrôleur de gestion junior, un stagiaire école, etc., qui sera très content d'appliquer dans la vraie vie tout ce qu'il a ou une partie de ce qu'il a appris à l'école, et vous le faites chapeauter par un contrôleur de gestion externe
qui, lui, a un peu plus de bouteilles. Mais surtout, n'allez pas tout de suite vous dire j'ai besoin d'un cadre en contrôle de gestion, c'est lui qui va sauver ma boîte. Pas du tout. Pas du tout. La plupart des indicateurs, c'est vous qui devez les connaître et les maîtriser. C'est vous qui devez les connaître déjà. Le contrôleur de gestion va apporter une touche supplémentaire, mais c'est pas lui qui va connaître vos indicateurs mieux que vous. Sinon, vous êtes en danger. On peut imaginer qu'une entreprise soit effectivement en danger parce qu'elle a été montée depuis seulement 3 ans, qu'elle navigue un peu à vue, qu'il n'y a pas Ah oui, encore des outils de pilotage très solides, ni une expérience du manager très, très compétente. Qu'est-ce que tu recommandes en termes de... Mettons qu'il n'y a aucun contrôle de gestion, il y a juste un comptable externe à qui on envoie les factures et oui, qui fait les déclarations annuelles. Euh, oui. Qu'est-ce que tu recommanderais à une telle entreprise de mettre en place pour commencer? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils achètent, entre guillemets, et un peu, mouille-toi un peu pour nous dire un peu combien ça peut coûter. Prends l'exemple d'un pays ou d'une taille typique. Enfin, je sais Ouais, que le prix, comme tu l'as dit, le prix dépend de ce qu'on veut acheter. Euh, exact. mais il y a quand même, essaye de nous donner quelques pistes, en tout cas, essaye de donner des pistes à des chefs Alors, d'entreprise qui ont vraiment aucune info. ouais. Alors, déjà, pour les chefs d'entreprise, vous avez aujourd'hui, déjà, vous avez le logiciel comptable. Si vous en avez un, le logiciel comptable, très souvent, les comptables font un truc, ils vous donnent les comptes à la fin de l'année. Et en fait, un contrôleur de gestion, il ne regarde pas à la fin de l'année. La fin de l'année, on s'en fout. Pourquoi? Parce on sera peut-être mort en milieu d'année. Revenez à quelque chose de plus court, une boucle plus courte. Si vous le pouvez, vous revenez au mois. Dans le cas contraire, vous venez au trimestre. Mais en fait, si vous voulez quelque chose, si vous voulez démarrer de quelque chose, moi, je vous conseille 2 outils fantastiques et pas chers. Le premier, c'est une feuille blanche et le deuxième, c'est un stylo. Pourquoi une feuille blanche et un stylo? Parce qu'en fait, c'est à vous de designer quelque part la demande que vous allez faire. Il y a des infos dont vous avez besoin au quotidien. Il y a des infos dont vous avez besoin à la semaine. Il y a des infos dont vous avez besoin au mois, au trimestre et ainsi de suite. Prenez une feuille blanche et faites déjà la liste des infos dont vous avez besoin au quotidien. Au quotidien, en gros, ça dépend de ce que vous avez comme activité, mais ça va être votre chiffre d'affaires, vos ventes. Même si vous n'avez pas le chiffre d'affaires, il vous faut au moins vos ventes. Vos ventes après, par catégorie, par produit, etc. Mais il vous faut de toute manière vos ventes. Ensuite, la deuxième chose, qui dit vente va dire chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, idéalement, l'avoir à la semaine, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Donc, une fois que vous avez votre chiffre d'affaires quotidien et vos ventes, intéressez-vous à vos coûts. Il y a des coûts qui vont arriver tous les jours et il y a des coûts qui vont arriver plutôt à la fin du mois. Le loyer, ça va être à la fin du mois. Les salaires, ça va être à la fin du mois. Mais par contre, il y a des coûts qui arrivent tous les jours et ne les suivez pas tous les jours. Ça va vous prendre énormément de temps. Dites-vous, tous les jours, j'ai mes ventes et mon chiffre d'affaires. À la semaine, je veux les coûts qui tombent tout le temps, les coûts, on va dire, non récurrents. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que sur la voiture, on a mis tant cette semaine, dans les transports, là, on a acheté ça, etc. On a mis plus de pognon que prévu. Et, euh, et donc là, vous avez déjà certains coûts à la semaine. Après, vous avez les coûts à la fin du mois. Et ce truc à la fin du mois, c'est là où en fait vous demandez à toute l'équipe finance, certaines fois l'équipe finance c'est une personne, une vision plus globale. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'ils puissent comparer la fin du mois de mars à la fin du mois de février. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment vous avez bougé d'un mois sur l'autre. Et vous allez voir que
partez de peu d'indicateurs. Partez de peu d'indicateurs. Et ensuite, ces indicateurs-là, vous allez voir, en fonction de leur évolution, vous allez avoir besoin d'un complément d'indicateurs. Mais partez au début de peu d'indicateurs que vous pouvez avoir rapidement. Rapidement. En termes d'outils, comme je le disais tout à l'heure, vous avez les différents logiciels comptables, etc. Oui, c'est très bien. Dans la vraie vie, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se font sur Excel. Et que certaines fois, un fichier Excel bien calibré, bien monté, etc., il n'y a pas forcément besoin de grosses bases de données. Un fichier Excel bien monté, ça peut vous apporter déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Il faut savoir qu'il y a des boîtes dans lesquelles on ne fonctionne, pour ainsi dire, qu'avec Excel pendant 12 mois. Et le 13e mois, on fait appel au comptable, mais le 13e mois, pendant 11 mois. Et le 12e mois, on fait appel au comptable qui vient, cette fois-ci, fixer la vérité vraie, quoi. Mais un bon fichier Excel, pas trop lourd, pas trop chargé, pas trop de couleurs, parce que ça divertit le regard. Ça vous aide énormément. Énormément. Faites simple, en fait. Même si vous êtes à la tête d'une entreprise d'une certaine taille, vous, en fait, dites-vous que vous avez besoin d'un tableau de bord, puisque c'est le terme, tous ces indicateurs-là sont regroupés dans un tableau de bord. Votre tableau de bord, il doit faire une page, pas plus. Une page. Et là-dedans, vous avez et les chiffres et les commentaires. Ce qui est important, c'est les commentaires. Le reste, c'est du complément, de l'approfondissement. Une page. Si vous êtes un patron, vous devez avoir une page. Certaines fois, à la fin de la semaine, vous avez une page. À la fin du mois, un rapport mensuel qui tient sur une page. Imposez-vous cet exercice de synthèse et ça ne veut pas dire que c'est plus simple, pas du tout. Imaginez les voitures automatiques, il y a une pédale de moins que sur les voitures manuelles, mais ce n'est pas de la mécanique plus simple pour autant. C'est juste que vous faites dans la simplicité, vous épurez, et en fait, vous avez les indicateurs focus sur lesquels vous devez vous concentrer. De ces indicateurs-là découlent d'autres indicateurs qui sont suivis par d'autres, pas nécessairement par vous. Tout ne remonte pas au patron, sinon il est dans l'exploitation et pas dans l'exploration. Ok, bien reçu. J'ai une question de Nancy Lee, très orientée chef d'entreprise, qui nous dit: en début d'activité, on a souvent peu de moyens et beaucoup de challenges qui nécessitent de l'investissement. Et parfois, on a tendance à ne pas faire de l'équipe une priorité, histoire de limiter les coûts salariaux. Est-ce une mauvaise manière? Et j'imagine que la réponse est oui, mais du coup, je pousse la question à jusqu'à quel point est-ce que c'est une erreur? Ou est-ce que parfois ça n'en est pas une? Alors, dès lors quand on veut attaquer un marché, quand on veut faire ce genre de choses en phase de création ou même, il y a deux moyens d'avoir une bonne équipe. Soit l'équipe, en fait, c'est une équipe d'actionnaires, c'est-à-dire ce sont des gens avec qui vous vous êtes mis d'accord, vous voulez monter un projet ensemble et vous allez prendre soit les coups durs, soit les lauriers ensemble, pas forcément avec le même pourcentage, le même engagement, etc. Mais c'est une aventure que vous voulez vivre ensemble. Dans ce cas-là, vous êtes associé, vous êtes actionnaire. Et c'est vous qui mettez l'argent au pot. Et du coup, vous savez combien il faut mettre en fonction de vos ambitions. Soit vous avez des salariés. Et les salariés, c'est déjà un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que effectivement, en période de vache maigre, ça peut être très compliqué quand vous avez les gens qui vous demandent leur dû. Et là, en fait, j'ai un conseil. Mais en fait, c'est encore une fois regarder l'argent, quoi. Regarder l'argent. Mais il faut. Alors, quand je dis regarder l'argent de manière tout à fait concrète, pardon, c'est quoi? C'est ne promettez pas de choses que vous pourrez a priori pas faire. N'embauchez pas quelqu'un au triple de la valeur sur le marché sur la base d'un CV, sur la base de projection, sur la base de…
Ça ne sert à rien. En fait, qui va vous coûter beaucoup trop cher. Donc, si vous êtes en phase de début, cherchez à commencer avec de petits moyens. Par contre, que les gens soient actionnaires ou alors salariés, si vous êtes le patron de la boîte, il y a des choses qu'ils vont vous demander. Une certaine sécurité. Et cette certaine sécurité, ils vont vous la demander à travers des projections. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça tient également envers les salariés. C'est-à-dire que si vous dites aux salariés, écoute, aujourd'hui, je viens de lancer la boîte, on commence tous les deux, mais voilà ce que je vais faire et j'espère qu'assez rapidement, on va être 3, ce qui pourra te soulager. Ensuite, j'espère qu'on va être 5, mais c'est pas ça tombe pas du ciel, c'est pas une opération du Saint-Esprit. Voilà comment je prévois d'orienter le business. Et à ce moment-là, vous pouvez dire à quelqu'un, aujourd'hui, je te paye 100 francs parce que dans la poche, j'ai que 200 francs. Voire, je me paye pas moi-même. Mais en même temps, j'espère avoir le retour plus tard. Et voilà ce que je prévois de faire pour pouvoir, dans 1 an, te payer 110 francs. Et dans 2 ans, 130 francs, et ainsi de suite. Si jamais la personne colle à votre vision, à votre projet, il y a des chances déjà qu'elle vienne, qu'elle vous rejoigne, qu'elle reste, et qu'elle ne vienne pas tous les matins dire « ouais, mais moi, j'ai telle contrainte, j'ai telle contrainte ». Ce à quoi, en fait, il faudra malgré tout, certaines fois, dire on a tous des contraintes et j'ai en plus des contraintes financières. Et la contrainte que tu me demandes d'honorer, je ne peux pas, même si je voulais, je ne peux pas le faire sans mettre en péril la boîte. Donc, la question salariale est importante, mais ce qui est important également, c'est de savoir que les gens ne sont pas motivés uniquement par l'argent. C'est une contrainte, comme respirer, mais vous prenez quelqu'un qui est moyen, vous multipliez son salaire par 3, il ne devient pas un cadre pour autant, quoi. Et il y a des gens qui vous suivront pour un projet ou voilà, pour une vision, pour quelque chose, ou même certaines fois pour vous, Nancy, pour votre personnalité. Euh, et ça n'a jamais motivé personne de lui dire, écoute, on va se lever le matin pour aller faire du chiffre d'affaires, pour améliorer un indicateur financier. Personne ne se lève pour ça. Personne. On se lève pour des clients, on se lève pour changer le monde, on se lève pour des choses comme ça. Et ce qui arrive quand on le fait bien, c'est qu'on a l'argent qui tombe. L'argent, en fait, le contrôleur de gestion et même les financiers, en fait, on mesure les résultats économiques. Résultat, ça veut dire que vous avez tout un ensemble d'actions, plus ou moins bien faites, pas faites, faites à temps, tout ça, tout un tas de choses que vous faites au quotidien qui produisent un résultat. Ce résultat-là, on le traduit en pépettes. C'est aussi simple que ça. Du coup, si vous menez les mauvaises actions, vous avez le mauvais résultat et vous n'avez pas de pépettes. J'espère avoir donné une réponse assez complète à Nancy. En tout cas, il y avait des bonnes pistes de réflexion qui, je pense, seront mises à profit. J'ai une autre question qui est dans le chat, c'est Babacar qui demande, j'imagine avec un clin d'œil, est-ce qu'on peut déduire de votre présentation que le métier de comptable est devenu obsolète au profit de celui de contrôleur de gestion? Ah, Boubacar doit être comptable, je pense. Mais alors, Boubacar, il n'y a aucun souci. De toute manière, les métiers de comptable, contrôleur de gestion, auditeur, machin, truc, etc., je pense que dans quelques années, décennies au maximum, tout ça sera balayé par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui font ce genre d'analyse-là très vite, très bien. Et il faut le dire, mais 1000 fois mieux que nous. 1000 fois mieux que nous. En plus, c'est du chiffre, etc. Donc, c'est des. Voilà. Par contre, ceux que n'ont pas, dans le métier de contrôleur de gestion, comme de comptable et tous les métiers, mais moi, j'adore le métier de contrôleur de gestion, donc je ne suis pas forcément impartial. Il y a 2 choses. Il y a la technique et il y a la communication. La technique, l'intelligence artificielle ou un bon logiciel le fera. Aucun problème. La communication, c'est autre chose.
La communication, allez voir, par exemple, comme je vous le racontais, mon pote qui a le restaurant, et lui dire, OK, ben, voilà ce qu'on va faire. Voilà. La communication, c'est déjà certaines fois écouter les gens, et ensuite, c'est leur apporter un conseil à valeur ajoutée. Et ça, si jamais on axe le métier sur cette partie, il y a encore beaucoup de choses à faire et à améliorer. Après, Boubacar, je te renvoie vers tous les gens qui font de la sociologie également. Enfin, c'est vraiment énorme, c'est vraiment très, très vaste, quoi. Il ne faut pas voir dans ces métiers de chiffres que le chiffre. Voilà le conseil que je peux donner. Sinon, on va être très vite dépassé par la machine, si on ne l'est pas déjà. Oui, il y a de quoi réfléchir un moment. Je laisse l'information descendre dans les différents cortex qui nous écoutent. En attendant, j'ai une question un peu plus légère de quelqu'un qui rebondit sans doute sur tes anecdotes et qui dit entre le fait d'être focus sur une stratégie et de se diversifier pour être plus résilient, comment trouver le bon équilibre? Alors, le bon équilibre, il part de... Alors, déjà, être focus sur... je reprends. Un business plan. Je vois pas mal de gens qui ont des business plans. Et certaines fois, je commence par leur dire, par rapport à votre business plan, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, ou du moins la mauvaise nouvelle, c'est que dans la vraie vie, rien, ou alors presque rien, ne se passera comme c'est marqué dans le business plan. Là, il y en a qui se disent, et vrai de vrai, hein, il y en a qui disent, c'est pas vrai, j'y ai passé des jours, des nuits, j'ai potassé sur Internet, et toi, tu viens casser mon truc comme ça en quoi, en 3 secondes. Et je lui dis, non, 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 ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le fait d'avoir potassé, d'avoir fait tout ça, en fait, tu es carrément plus costaud que si tu partais en te disant, ouais, je pense que ça va marcher. Tu as vraiment potassé ton truc. Et du coup, même si en cours de route, tu as des obstacles, tu sauras soit les contourner, soit les éviter, soit tu te les prendras, mais tu sauras rebondir. Et, euh, et donc, voilà, c'est le premier point, c'est-à-dire que là, quand je parle d'exécuter une stratégie, ce n'est pas en mode autiste ou aveugle, hein, sans vouloir être insultant, bien sûr. Non, c'est une stratégie intelligente. La stratégie, en fait, c'est l'objectif, un peu comme au foot, même si j'aime pas le foot. Vous avez la stratégie qui a un an et après, vous avez toutes les questions tactiques. Du genre, ça, c'est ce que j'ai prévu dans un an, mais il se trouve que là, j'ai une opportunité. Et puis, en fait, je vais regarder l'opportunité, elle n'est pas trop risquée, etc. Ça peut être un coup, ouais, bon, allez hop, on y va, mais ça ne me dévie pas de ma stratégie. Si par exemple ma stratégie c'est d'avoir 3 garages, à un moment ou un autre, je peux très bien, parce qu'il y a une commande particulière, décider de faire venir des pièces, etc. pour un client, mais ça ne me détourne pas de ma stratégie initiale. Et en ça, je suis résilient. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une application bête et méchante. En fait, à chaque fois, je prends le pouls et je me demande régulièrement, le fait d'avoir régulièrement des chiffres et d'être dans l'exploration, ça me permet de me demander, est-ce que ma stratégie est bonne et est-ce que ce que j'ai vu sur 3 mois, en 2021, là, me permet d'envisager sereinement ce que j'avais prévu sur l'ensemble de l'année 2021, avec les Covid, etc. et autres. Très bien. J'ai une question de Sylvie qui demande, est-ce que tu peux nous donner des chiffres ou des exemples ou des illustrations de pourcentage d'investissement qu'il est possible d'immobiliser dans du stock
sans que ça devienne dangereux. Alors j'imagine que ça dépend bien évidemment du secteur et de tas d'autres paramètres, mais est-ce qu'il y a des illustrations, est-ce qu'il y a des exemples que tu peux nous donner, est-ce qu'il y a des cas particuliers qui permettent d'avoir des chiffres quand on est soi-même confronté à une problématique de stockage et d'immobilisation? Qu'est-ce que tu peux donner comme piste de réflexion? Alors, plutôt que de donner des chiffres, parce que comme tu viens de le dire, ça dépend complètement de l'activité. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ce qui est important, c'est le stock, mais c'est également de regarder comment il évolue, ce stock. Je ne sais pas dans quelle activité travaille Sylvie qui pose la question, mais supposons que, je ne sais pas, je prends l'exemple encore une fois je prends l'exemple je ne sais pas, Emmanuel, un exemple, s'il te plaît, au secours. Ton exemple de restaurant était plutôt parlant, puis c'est plutôt un peu riche un restaurant, parce qu'il y a des produits qui se gardent, il y en a qui ne se gardent pas. Exactement. Mais je vais garder cet exemple-là. Euh, dans combien il faut mettre en fait dans mon de stock. Si jamais j'ai un restaurant et le restaurant que j'évoquais tout à l'heure, euh, supposons que mon stock soit de 1 million de francs. Ce n'est pas du tout la même chose d'avoir du stock de 1 million de francs sur les pizzerias qui tournent, parce que tous les soirs j'en vends 30 ou 40, que d'avoir en fait 1 million de stock en valeur, mais en fait sur des plats africains où en fait il n'y a pas de demande. Ça, c'est quelque chose que n'importe quel, enfin assez vite, le dirigeant il va le voir. Il va dire, mais en fait, mon stock là, il bouge pas. Et il bouge pas en fait euh, parce qu'en fait l'activité, le stock, c'est quand même quelque chose qui est destiné à tourner. Et si jamais votre stock ne tourne pas, si on revient sur le cas du restaurant, il y aura une partie, tout ce qui concerne la nourriture africaine, donc le gibier, les lignames, les légumes, les machins, qui ne va pas tourner, qui est là, c'est de l'argent qui dort dans les congélateurs, mais l'activité qui tourne, si au début il faisait 5 pizzas par soir et que maintenant il en fait 50, il va dire, mais il me faut plus de carton, il me faut plus de farine, il me faut plus de fromage. Parce que si je n'ai pas ça en stock, au lieu de faire des pizzas on va dire, de 15 heures à 18 heures, mais à 17 heures, j'ai plus rien. Et du coup, à 17 heures, en fait, il y a 1 heure entre 17 heures et 18 heures où on perd du chiffre d'affaires et on perd de la clientèle, éventuellement, parce que je n'ai pas les produits pour fabriquer et parce qu'il n'y a pas de stock. Donc, en fait, ce n'est pas seulement le montant du stock qui est important, c'est également sa composition. Donc, dans cette composition-là, si vous avez différentes activités, le conseil que je peux donner, c'est de dire une activité qui démarre, eh bien, en fait, les activités démarrent avec le stock vraiment minimal. Si vous avez 3 activités, vous augmentez le stock en fonction de l'activité, mais n'allez pas augmenter sur l'activité qui ne tourne pas. C'est du stock perdu, surtout dans l'alimentaire ou alors dans le commerce de tout ce qui est alimentaire avec des dates de péremption, surtout dans l'alimentaire, faites pas ça, c'est trop risqué. Un congélateur qui grille et vous perdez tout. Une chambre froide, enfin c'est trop risqué. Il y a également cet aspect à prendre en compte dans l'alimentaire. D'accord, très bien. Donc, du coup, c'est la rotation du stock, enfin, plutôt la durée que les En fait, ce produits qu'il passent dans faut le regarder, stock qui est important. voilà, déjà la composition du stock. Est-ce que j'ai en stock ce qui correspond à l'activité qui tourne? Et ensuite, ce stock-là, est-ce qu'il tourne vraiment? Donc, pour 1 million de francs de stock, il faut vraiment mettre le curseur. C'est comme un curseur, voilà. Il faut mettre le curseur plus tôt pour avoir en stock ceux qui tournent le plus. Très bien.
Ce qui nous amène à la dernière question qui vient d'être posée. Du coup, on arrive à la fin de la présentation. Est-ce qu'il y a une question de la dernière chance avant qu'on arrive à la clôture, en sachant que, bien entendu, les contacts d'Igor Ogwet vous seront partagés à tous, donc vous serez les bienvenus pour le spammer en personne à l'issue de la présentation. On va également partager la vidéo qui aura été enregistrée pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Et donc, vous pourrez la revisionner et la partager. Mais donc, s'il n'y a pas de nouvelles questions, écoutez, merci à tous les participants et puis surtout, Igor, merci à toi. J'espère que tu auras, par ton intervention, sauvé quelques entreprises qui méritaient de l'être. Et en tout cas, moi, j'ai appris des choses. Ah, je vous remercie tous. En tout cas, franchement, c'est une superbe marque voilà, qui ait eu autant de gens. Les questions étaient très intéressantes. On vit en ce moment une période très particulière et vous allez voir qu'en fait, y compris sur le plan financier, il va y avoir de la casse, il va y avoir beaucoup de casse. Et pourquoi je commençais par Cash is King? Parce que toutes les entreprises qui allaient plutôt bien et qui avaient mis de l'argent de côté, vous allez voir qu'en ce moment, elles vont faire de super affaires. Elles vont réussir à racheter soit des gens, enfin, à embaucher des gens qu'elles n'auraient pas eu en temps normal, ou alors à racheter des entreprises qui aujourd'hui sont moins chères, moins valorisées parce qu'en difficulté. Dans tous les cas, je vous Je souhaite le confirme. succès euh, que vous soyez jeune entrepreneur ou start-upper ou etc. Et je serai très, très heureux, bien évidemment, de poursuivre ces échanges. Voilà. Merci à Green Tech Capital aussi pour cette plateforme. C'était très intéressant et très instructif pour moi aussi. Parfait. Merci à tous et bonne fin de journée. À très vite en ligne.